Alors, en ce jour de rentrée, nous allons faire une vidéo sur les bouquins d'algèbre à la grecque. Je m'excuse pour la vidéo précédente, il y a eu des problèmes de son. Ici, je vais la refaire. J'espère que cette fois, ce sera nickel. Il y a une vidéo donc sur les bouquins d'analyse qui va bientôt suivre. Et d'abord, c'est quoi les meilleurs bouquins d'algèbre à la grecque? Ce que je dirais, c'est que les meilleurs bouquins, c'est ceux que vous avez déjà. Si vous avez passé des mois à travailler le Perrin sur les groupes, par exemple, bon, c'était peut-être pas la meilleure décision de votre vie, mais bon, maintenant vous l'avez fait, continuez jusqu'au bout à travailler sur le Perrin, parce que faire une transition sur un autre bouquin, ça a un coût élevé. Donc moi je peux vous le dire, quand j'ai passé la grecque, j'ai travaillé effectivement sur le Perrin, et c'est un bouquin que j'apprécie, qui a des qualités, mais que j'apprécie assez moyennement, mais néanmoins, en fait, je le connais très bien, parce que passer sur un bouquin qui a un ordre, une présentation différente, c'est trop élevé, c'est trop de risques de confusion, et donc voilà, restez sur les bouquins que vous connaissez bien. Bon, maintenant passons à l'hypothèse que voilà, vous avez 0 bouquin d'agrégat. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors déjà, bien sûr, des bouquins qui sont adaptés à votre niveau. Si vous galérez sur chaque ligne, bon non, le bouquin est niveau trop dur. À la grecque, le but, c'est vraiment de maîtriser en fait ce que vous présentez. Et donc, si vous allez sur des terrains trop difficiles, en fait, je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde dit, mais c'est vrai, ça ne sera pas payant. Donc un corollaire de ça, c'est prenez des bouquins qui vont cadrer avec le programme d'agrégat. Ça ne sert à rien de prendre des bouquins qui, par exemple, vont parler de théorie de Galois, alors que la théorie de Galois, c'est pas au programme. Même si, bon, ok, si vous êtes un expert de la théorie de Galois et que vous comptez le placer sur la leçon de corps, bon, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, essayez de prendre des bouquins qui suivent le programme, et s'il y a des choses en plus, qu'au moins ce soit facile d'identifier les parties du livre qui sont hors programme. Donc en particulier, je vous invite à très bien connaître le programme, savoir qu'est-ce qui est au programme, qu'est-ce qui n'est pas au programme. Donc comme ça, quand vous travaillez, vous pouvez identifier quelles sont les parties à travailler et quelles sont les parties à laisser de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en plus pour faire un beau bouquin d'agrégat? Je dirais qu'il faut que ce soit bien indexé. C'est-à-dire que vous avez une table des matières qui est longue, avec donc toutes les sections et les sous-sections. Donc, et aussi à la fin un index pour si vous cherchez tel théorème ou tel développement ou tel exo d'application, eh bien vous allez le trouver facilement. Donc un bon exemple de ça, ce serait peut-être le Garey-Kurzman en probabilité, où je crois qu'il y a 4 ou 5 pages pour la table des matières. Et donc voilà, quand vous faites vos leçons de probabilité, vous savez piocher exactement ou dans telle section ou telle section pour avoir un paragraphe qui parle d'indépendance, de densité et de probabilité. Oui, vous pouvez le trouver facilement. Et vous n'avez pas besoin de vous souvenir de la page. Un autre exemple de ça, ce serait le bouquin de Caldero sur les développement, carnet de voyage en algébrie, où il y a beaucoup de... Enfin, je crois qu'il y a 3 index différents. Donc ça permet vraiment de trouver rapidement ce qu'on cherche. Enfin, je dirais qu'un bon bouquin, c'est un bouquin qui a des exos. Mais alors, attention, pas n'importe quels exos. Donc les exos que vraiment on ne veut pas avoir, c'est des exos bêtes et méchants et calculatoires. Ça, c'est pas très intéressant parce que, bon, d'une part, à la grecque, ça arrive, mais c'est relativement rare d'avoir des exercices calculatoires à l'oral comme à l'écrit. Et de toute façon, vous aurez suffisamment d'occasions de vous entraîner à faire des calculs. Donc, non, évitez les exos calculatoires. Ce qu'on veut, c'est des exos simples, et j'insiste sur simple, qui sont typiquement une application de un théorème de cours. Donc voilà, c'est un exo, application du théorème de Dirichlet, hop, et voilà. Donc un exo, application de théorème de Weierstrass, etc.
Et ça, c'est exactement ce qu'on veut, des exos qui vraiment sont faisables en 5 minutes, parce que c'est typiquement ce qu'on va vous demander à l'oral, et c'est aussi des exos qui, que vous allez pouvoir replacer dans vos leçons. Donc l'antithèse de ça, c'est le Francinou Gianella. Bon, super bouquin pour préparer les ENS, nickel, mais par contre, c'est exactement ce qu'on veut pas. C'est des exos durs. Bon, clairement, ils sont durs. En plus, ils sont faits pour être... c'est des exos d'ONS, donc c'est faits pour faire réfléchir le candidat pendant 1 heure. Alors qu'à la grecque, typiquement, c'est des exos qui sont faits en 5 minutes, 10 minutes maximum. En plus, si je peux me permettre, le Gianella, il ne suit pas exactement le programme d'Agreg, puisque c'est des exos plutôt faits pour le programme de MP Étoile. Donc, voilà, je ne recommande pas le Francinou. Ceci étant, il est vrai que le Francinou et Gianella est très très bien indexé, et du coup, si vous cherchez un exo particulier, par exemple sur les valeurs d'adhérence, je crois qu'il y a 7 ou 8 exos, tous ensemble sur les valeurs d'adhérence, c'est pas mal de les repérer à l'avance, ça permet de travailler un petit peu, et ça permet d'avoir des exemples dans les leçons. Donc ça, à ce niveau-là, c'est pas mal. Mais par contre, faire de manière aléatoire des exos qui sont vraiment idiosyncratiques, qui sont vraiment, c'est des astuces pas naturelles, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment des exos pas originaux du tout. C'est ça l'idéal. Aussi, alors ce qu'on aimerait, typiquement, c'est des exos corrigés. Parce que, alors oui, c'est pas mal de chercher tout seul, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui supportent l'idée que c'est très important de chercher tout seul. Oui, d'accord, mais néanmoins, avoir un modèle de correction que vous pouvez suivre pour voir est-ce que j'ai donné tous les arguments, est-ce que voilà, je rédige bien de la manière qui est attendue, et de pouvoir photographier la correction d'un exotype, moi je trouve que c'est très intéressant. Alors, je pense que c'est pas absolument nécessaire d'avoir des exos corrigés, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on a des IA qui sont vraiment fortes, comme ChatGPT ou Gemini, et qui sont capables de corriger bien la plupart des exos. Et je pense que d'ici 1 an, ce sera vraiment très bien sur 95% des exos. Donc oui, c'est plus aussi indispensable que par le passé. Néanmoins, voilà, si vous avez le choix entre 2 bouquins, prenez celui avec les exos corrigés. C'est quand même mieux. Quand le jour où vous allez préparer vos oraux, voilà, pendant les 3 heures, revoir rapidement le corrigé d'un exo, ça permet de le photographier, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça, c'est ce que je recommanderais comme type de bouquin. Et maintenant, quels sont les bouquins à prendre? Alors déjà, je vais les classer en catégories. D'abord, première catégorie, vous avez les bouquins de prépa. Donc les bouquins de prépa, ça sert à avoir des bases, c'est vrai, mais aussi ça sert à pouvoir remplir des leçons assez basiques. Donc par exemple, vous avez la leçon sur rang et dimension, ou une leçon sur les suites, ou une leçon sur la formule de Taylor. C'est pas mal d'avoir un bouquin de niveau L1 ou L2 avec pas mal d'exemples sur lesquels vous allez pouvoir recopier pour votre première partie de votre leçon, voilà, le cours de maths sup sur les espaces vectoriels. Et ça, vraiment, c'est quand même très, très utile. Donc, que prendre? Alors, moi, ce que je recommanderais, et ce que la plupart des gens recommandent, c'est le Gourdon. Alors, pourquoi le Gourdon? D'abord, il est d'un niveau assez costaud, donc pour l'Agreg, c'est bien. Donc, même si vous êtes ambitieux, là, c'est très bien. Il est très bien écrit, très bien indexé, donc ça, c'est nickel. En plus de ça, il y a beaucoup de développement que vous pouvez replacer à l'agrégation. Donc voilà, ça vous fait un bouquin sur lequel vous pourrez puiser des développements. Et par ailleurs, Gourdon s'est aperçu que dans son public, il y avait beaucoup d'agrégatifs, et du coup, au fur et à mesure des éditions, le bouquin
s'adresse de plus en plus à un public agrégatif. Pour vous dire, maintenant, je crois qu'il y a une section sur les espaces hilbertiens. Et bon, alors clairement, les espaces hilbertiens, c'est pas vraiment au programme de MP Étoile. Donc voilà, si vous n'en avez pas le gourdon, c'est top. Néanmoins, je dois dire que si vous avez fait une prépa et que vous avez bien transpiré pendant 2 ou 3 ans, donc sur un bouquin en particulier, reprenez le bouquin que vous avez. Vous le connaissez bien et je pense que ça donnera un meilleur résultat que le gourdon. Mais par contre, si vous n'avez pas fait le prépa ou que la prépa c'est assez loin, eh bien le gourdon, ça c'est solide. Je dois mentionner aussi un autre bouquin que j'ai utilisé. C'est alors c'est pas celui-là, ça c'est le Deschamps MP Étoile. Celui-là je l'ai pas, donc je l'ai regardé, il est très bien et nickel, j'ai rien à lui reprocher. Si par exemple vous visez juste la barre d'admission, ça peut être intéressant de faire beaucoup de leçons à partir d'un bouquin comme ça de MP Étoile. Alors oui, effectivement, ça va être moins ambitieux, mais par contre, pour obtenir 8 ou 10, si c'est quelque chose de bien maîtrisé, ça peut être intéressant, d'autant plus que dans ces bouquins de MP Étoile, il y a beaucoup d'exemples que vous pourrez placer dans les leçons. Donc voilà, ça peut être une stratégie payante. Donc oui, le bouquin que j'avais utilisé, c'était celui-ci. Donc le Deschamps, mais MPSI. Et pourquoi? Simplement, voilà, pour faire des premières parties de leçon. Alors voilà, racine de polynôme, j'avais utilisé ça pour les suites, pour les formules de Taylor, voilà. À chaque fois, une première partie qui est bien détaillée, parce que l'avantage de ces bouquins, c'est que pour la maths sup, ils sont bien détaillés, alors que pour des bouquins d'un niveau plus élevé, pour la formule de Taylor, et ça va être fait en une demi-page, et du coup, c'est un peu difficile de remplir un plan de leçon avec ça. Alors, deuxième type de bouquin, les bouquins tout en un, et là, je vous recommande fortement le Rombaldi, autant en algèbre qu'en analyse. C'est des bouquins qui sont vraiment très bien présentés, vraiment c'est très clair, les démonstrations, elles sont bien. J'ai quelques réserve sur les exos, parce que des fois je les trouve un peu calculatoires, et encore ça dépend des chapitres, mais vraiment le bouquin est très annexé. Moi je trouve que c'est vraiment un exploit d'arriver à mettre tout le programme quasiment d'algèbre. Alors oui, ce n'est pas optimal de juste utiliser ce bouquin-là pour faire toutes vos leçons d'algèbre, néanmoins je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et donc voilà, moi si j'ai qu'un seul bouquin à vous recommander, je recommanderais le Rombaldi en algèbre et en analyse. Alors en analyse, attention, il y en a 2, et par contre ça ne couvre pas tout, ça c'est un peu dommage. Mais ouais, donc celui d'algèbre, il est très bien. Alors autre type de bouquin, c'est ce que j'appellerais les bouquins transversaux. Donc un bon exemple de ça, c'est Nouvelle histoire hédoniste de Caldero. Donc c'est des bouquins qui vont mettre le focus sur un aspect, donc certains aspects du programme. Donc par exemple, voilà, la théorie des représentations, ou les actions de groupe, ou les matrices nipotentes, ou l'exponentielle, peu importe. Et l'idée, en tout cas l'idée pour voilà, les candidats créatifs, c'est d'avoir des bouquins qui vont couvrir les angles morts des bouquins traditionnels. C'est-à-dire le fait de mettre l'accent sur un point particulier, par exemple les espaces stables, ou par exemple, je ne sais pas moi, l'indépendance en probabilité. C'est des choses qui vont être traitées dans les autres livres, mais comme ça va être dispersé en plein de petits paragraphes sur tout le bouquin, c'est assez difficile en fait de réunir l'information pour faire un plan de leçon cohérent et pour être au point sur ces notions. Donc voilà, je pense que c'est des bouquins qui sont assez intéressants. Alors, le Caldero, en fait, il est bien si vous voulez prendre du recul sur le programme, et il adopte un point de vue qui est très axé sur les actions de groupe. Donc vraiment, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, le Caldero, Nouvelle histoire hédoniste, il est très bien. Un autre que je recommanderais, c'est Objectif agrégation. Alors celui-là, il fait algèbre, il fait analyse, plus analyse d'ailleurs que algèbre. Mais il a différentes parties
Donc par exemple, il y a une partie assez détaillée sur les séries de Fourier. Il y a une partie sur les matrices nilpotentes. Donc par exemple, voilà, les matrices nilpotentes, il y a une leçon qui parle des matrices nilpotentes. Et donc c'est quand même intéressant de pouvoir faire une partie là-dessus. Et bien là, vous pouvez utiliser l'objectif agrégation. Un bouquin plus récent que je pourrais conseiller aussi, c'est le Oukari, donc qui va se focus sur un certain nombre de points du programme qui sont un petit peu délicats mais qui tombent assez souvent. Donc, par exemple, les polynômes cyclotomiques, bon, voilà, ça tombe régulièrement à l'écrit. Et si vous le présentez à l'oral, on vous posera des questions sur les polynômes cyclotomiques. Et vous avez donc 5-6 pages sur les polynômes cyclotomiques avec vraiment ce qu'il faut savoir sur les polynômes cyclotomiques. Donc ça, c'est pas mal. Et je crois qu'il y a une trentaine de sujets donc, dans le carré. L'anglais, c'est pareil, c'est à la fois algèbre et analyse. Bon, alors maintenant, on va avancer et ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de vous dire bon tel bouquin est pas mal, tel bouquin est bien, je vais prendre donc la liste des leçons. Bon, je vais garder un écran assez grand pour qu'on puisse voir les bouquins que je vais présenter au fur et à mesure. Et donc je vais prendre les leçons les unes après les autres. Et vous dire pour chaque leçon quel bouquin est pertinent pour cette leçon-là. Donc là, comme ça, on est sûr de couvrir à peu près tout. Alors, on va commencer donc les leçons et on va d'abord prendre les leçons de groupe. Donc ça va être leçon de 101 à 108. Là, ça va être très simple. Je vous recommande le Spire-Glass, le tome 2. Donc là, vraiment, c'est top. Vraiment, c'est absolument parfait. Il y a vraiment tout. Alors, non, c'est pas parfait parce qu'il y a un peu plus que tout. Il y a des choses qui ne sont pas programmes, qui donc ne sont pas nécessaires à apprendre. Donc, par exemple, il y a une partie sur le produit semi-direct, une partie sur les théorèmes de Sylow. Bon, le produit semi-direct, vous n'avez pas vraiment besoin de ça pour l'agrégation. Le théorème de Sylow, vous pouvez aussi faire l'impasse. Donc c'est vrai que le bouquin est un petit peu plus difficile que ce qu'il faudrait pour le candidat moyen, mais néanmoins il est quand même très clair. Comme vous voyez, il est très concis. Et là, vous avez tout sur l'action des groupes. Hein. Il y a action de groupe, c'est très bien fait. Vous avez le groupe symétrique. Vous avez donc le groupe orthogonal, vous avez GL de E, vous avez même donc à la fin des chapitres sur géométrie et groupe. Donc voilà, c'est vraiment... Et les démonstrations sont vraiment nickel. Donc vraiment, je recommande très fortement ce groupe-là. Et donc j'en profite pour ne pas conseiller un livre, bon, c'est le Perrin. Alors pourquoi je ne le conseille pas ce Perrin? Bon, d'une part, bon, et surtout je ne le conseillerais pas pour les groupes. Pour les corps, je pense qu'il a quand même vraiment des bonnes qualités, mais le fait est, c'est que le Perrin, c'est un bouquin déjà qui est très mal indexé. Donc si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est compliqué de retrouver quelque chose. Je crois qu'il n'y a même pas de table des matières. La présentation est difficile à lire, donc c'est physiquement dur de lire le Perrin. Et en plus de ça, il a vraiment un style très synthétique, très concis en fait dans ses démonstrations. Et donc du coup, si vous prenez des développements dans le Perrin, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez, vous faites la démonstration et on va vous demander comment tu passes de la ligne 3 à la ligne 4 et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment, des fois, alors peut-être que pour lui c'est évident, mais par contre pour 99% des gens, il y a des raccourcis qui sont pas clairs et donc vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. En plus de ça, comme c'est très court et que si vous suivez à la lettre la démonstration du Perrin, ce qui risque de se passer, c'est que votre développement va être trop court en fait.
et vous risquez de faire seulement 11 ou 12 minutes, et alors là quoi, il faut faire un développement plus long juste parce que vous avez le Perrin. Donc ouais, pour les groupes, je ne recommanderais pas le Perrin, c'est un bon bouquin, mais le fait est que tous les gens qui ont écrit des bouquins depuis 30 ans, des bouquins d'algèbre, ils ont lu le Perrin. Donc ils savent ce qu'il y a dedans, et donc ils ont pris les choses qui étaient bien dans le Perrin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien, et ça a été amélioré. Donc par exemple, dans celui-là, vous avez des démonstrations de théorèmes que l'on retrouve dans le Perrin. Sauf que il y a des passages un petit peu acrobatiques sur le Perrin qui sont remplacés par des démonstrations dans celui-ci qui sont beaucoup plus détaillées avec des moyens beaucoup plus élémentaires, et que du coup une démonstration qui va être courte et vraiment difficile dans celui-là devient une démonstration plus longue et beaucoup plus accessible dans celui-là. Donc voilà. Alors, bon, ceci étant, si d'aventure vous prenez le Perrin, je vous recommande fortement de prendre ce livre. Donc c'est le Ortiz qui corrige les exos du Perrin. Parce que c'est vrai qu'une valeur ajoutée du Perrin, c'est qu'il y a beaucoup d'exos qui ne sont pas du tout évidents d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'exos et ça fait bien travailler. Donc si vous avez les corrections, bah, c'est quand même utile. Donc voilà, donc on est couvert jusqu'à 108 et maintenant on va passer à 120. Alors, leçon 120, bon là je conseillerais le Rombaldi. Parce que voilà, il y a un chapitre qui s'appelle Z sur NZ, donc parfait, vous suivez, en plus il est très bien fait. Donc vous avez des choses, vous avez des choses évidentes sur Z sur NZ, mais par exemple vous avez des choses comme les systèmes de congruence, donc sur Z sur NZ, donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi des résultats sur les générateurs de Z sur NZ étoiles, donc ça c'est pas mal, ça peut d'ailleurs être un développement simple, mais tout à fait pertinent sur Z sur NZ. Alors après, oui, c'est vrai, il n'y a pas tout. Par exemple, je crois que c'est un peu léger sur les nombres de Carmichael, donc là, regardez le gourdon, où il y a pas mal de choses sur le nombre de Carmichael. Mais disons que ouais, pour le son 120, je pense que le Rombaldi, c'est un bon point de départ. Alors là, par contre, je dois avouer que pour la 121, le Rombaldi, je trouve son chapitre... disons que c'est pas son meilleur, et la raison pour laquelle c'est pas son meilleur pour donc la leçon sur les nombres premiers, c'est que dans ce chapitre nombre premier, il y a beaucoup de résultats qui sont très calculatoires, et ça c'est pas vraiment ce qu'on veut pour l'agrégation. Donc voilà, vous pouvez quand même le prendre, ce chapitre, pour faire une première partie en prenant les résultats basiques. Et pour le reste, en fait, ce que je vous recommanderais, c'est de faire ce chapitre en dernier, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir pas mal de vos développements qui vont utiliser le nom premier. Avec un peu de chance, il y en aura 4, 5, 6. Donc vous voyez, il y en a pas mal en fait. Vous avez le Z crochet I avec le théorème des deux carrés. Vous allez avoir, si vous avez des développements sur les corps finis, ça va utiliser les nombres premiers. Si vous avez, par exemple, le théorème de réciprocité quadratique, ça c'est pareil, ça utilise les nombres premiers. Si vous avez Zolotareff, ça utilise aussi les nombres premiers. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de développement sur cette leçon, et du coup, assez naturellement, vous allez prendre un certain nombre de ces développements. Donc, une fois que vous avez pris et choisi vos développements, à la fin de votre préparation à l'oral, vous allez apercevoir que, ok, j'ai ce dev sur les nombres premiers, et du coup, vous allez pouvoir faire un plan donc, qui va être première partie introduction, et deuxième partie, une partie qui va être autour, par exemple, des corps finis, voilà, et qui va être centré autour d'un développement qui est lié au corps fini et qui utilise massivement les nombres premiers. Et pareil, donc vous avez une troisième partie, donc si par exemple c'est la loi de réciprocité quadratique, vous faites une troisième partie centrée autour de ça,
avec bon, un certain nombre de préliminaires pour introduire le développement et des exos d'application. Et voilà, vous avez votre leçon sur les nombres premiers. Donc finalement, je pense que c'est une leçon qui n'est pas très difficile à faire. Une leçon qui par contre est plus délicate, c'est la 122, les anneaux principaux. Surtout que les références ne sont pas... Bon, il y a des références, mais elles ne proposent pas exactement ce qu'on voudrait en fait. Donc par exemple, si vous prenez voilà, le Perrin. Bon, très bien, effectivement, il y a un chapitre sur les anneaux qui est très bien au demeurant. Le seul problème, c'est qu'il y a des choses dans ce chapitre qui ne sont pas pertinentes pour le point d'intégration. Par exemple, il y a les anneaux neutériens. Et donc les anneaux neutériens, bon, on n'a pas tellement envie d'en parler à l'agrégation, c'est pas au programme, donc et les anneaux c'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va essayer si possible de laisser les anneaux neutériens de côté. Donc si vous faites cette leçon-là, vous pouvez utiliser le Rombaldi. Le seul petit problème, c'est que la leçon sur les anneaux principaux utilise parfois des résultats sur les anneaux factoriels. Du coup, il faut que vous soyez assez attentif pour bien vérifier que soit vous faites une partie sur les anneaux factoriels, c'est tout à fait OK, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, prenez le Rombaldi. Soit faites bien attention que ce que vous utilisez ne veut pas utiliser des résultats que vous n'avez pas mentionnés, et donc évitez de vous mettre en porte-à-faux avec le jury. Une alternative à ça, c'est d'utiliser le Ulmer, donc le Ulmer sur les anneaux, pas celui sur les groupes, qui lui vraiment propose un chapitre sur donc les anneaux principaux, et en plus après vous avez un chapitre sur les théorèmes chinois, et du coup voilà, si vous faire une leçon minimaliste sur les anneaux principaux, voilà, vous faites anneaux principaux, anneaux euclidiens, théorème chinois, quelques applications, et voilà, vous avez votre leçon. Bon, alors maintenant, si je passe aux leçons de corps, là je dois reconnaître qu'honnêtement, le Perrin, il est quand même bien. Mais vous avez des alternatives. Donc, une alternative qui existe, c'est donc celui-là, ce bouquin, le Gozard. Alors, il est bien fait. Le seul problème, c'est qu'il parle de théorie de Galois. Par contre, les 4-5 premiers chapitres, bon, ça ne parle pas trop de théorie de Galois, donc on peut éviter la théorie de Galois, et voilà, vous pouvez utiliser ces 4-5 premiers chapitres pour faire votre cours sur les corps finis et les extensions de corps. Il est par contre d'un niveau relativement élevé. Alors je sais que le Spearglass a fait, je crois que c'est le tome 4, un bouquin donc sur les corps, mais j'avoue que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le conseiller, mais par contre voilà, s'il est d'aussi bonne qualité que le tome sur les groupes, et bien vraiment je le recommande chaudement, mais encore une fois je ne l'ai pas lu. Là, bon, alors voilà, une leçon particulièrement délicate, la leçon 127, sur les exemples de nombres remarquables. Bon, et les anneaux de nombres. Alors là, déjà, il y a plusieurs parties. Bon, sur les nombres remarquables, il y a quoi? Il y a E, il y a I, il y a Pi. Et du coup, vous pouvez prendre un bouquin, par exemple, le Tovel d'analyse complexe, qui va définir l'exponentielle complexe, et en faisant ça, ça va définir E, ça va définir pi, ça va montrer que EI pi est égal à -1, et puis bon, voilà, tant qu'on y est, on peut même avoir des résultats sur le noyau de Dirichlet ou le noyau de Fedger, en utilisant la formule EI puissance x puissance n est égal à U puissance INX. Voilà, des choses comme ça vous fait une première partie assez simple, et après, bon, vous avez un certain nombre de possibilités. Donc, dans les anneaux remarquables, il y a des anneaux des sous-anneaux de Q, donc par exemple l'anneau des rationnels, donc ça c'est fait dans le Rombaldi, donc ça c'est une option. Une autre option, c'est de parler des Z crochets oméga, où oméga est un nombre complexe, donc par exemple si vous parlez de Z crochet I, ça vous donnera le théorème des 2 carrés, donc celui-là il est fait à peu près partout, hein. Bon, c'est fait dans le Rombaldi, mais c'est fait dans
dans un grand nombre de références. Vous avez Z crochet J, alors ça je crois que c'était fait dans l'épreuve d'algèbre de 2018 ou 2019, mais par contre j'ai pas de référence. Vous avez Z crochet I racine de n, donc ça c'est fait dans le Rombaldi. Il y en a aussi un qui est un exemple d'anneau principal non euclidien, donc ça c'est Z de 1 plus I racine de 19 sur 2 je crois. Donc tout ça, voilà, donc faire une partie Z crochet oméga. Donc là, je pense que ça rentre voilà, très bien dans cette leçon. Et voilà. Alors maintenant, de quoi vous pouvez parler d'autre? Alors vous pouvez parler des nombres constructibles. Donc ça, vous pouvez utiliser soit le Perrin, soit le Gozard. Le Gozard est très bien. Là, pour le coup, il y a une partie non constructible. Et voilà, donc ça peut aussi rentrer dans la leçon sur la leçon sur les extensions de corps. Et après, une autre possibilité, enfin, c'est de parler des polynômes cyclotomiques, plutôt des corps cyclotomiques, de dire, voilà, bon, un Q puissance EI θ avec θ particulier, ça va vous donner bon, c'est un corps, donc c'est un anneau et ça a certaines propriétés. Donc, si c'est des choses que vous maîtrisez bien, vous pouvez les replacer dans cette leçon. Mais attention, ne faites pas toute la leçon sur les corps cyclotomiques, parce que là, vous écarterez trop. Voilà. Donc, on passe à la leçon 141. Alors là, honnêtement, je dois dire que le Perrin est pas mal du tout, parce que vous avez vraiment beaucoup de résultats sur les polynômes irréductibles, sur les anneaux et sur les corps. Donc là, lire le Perrin et extraire tous les résultats sur les polynômes irréductibles, je pense que ça vous fait une bonne base sur les leçons, pour la leçon, et vous pouvez compléter ça avec voilà, un cours d'introduction sur les polynômes. Ça peut être par exemple le Deschamps de MPIC, ou n'importe quel bouquin qui va expliquer des choses basiques sur les racines de polynômes et la réduction des polynômes sur R, des choses comme ça vous fait une première partie. Et après, vous pouvez voir le Perrin et voir jusqu'où vous voulez aller au niveau de des polynômes réductibles. Alors, une leçon assez délicate aussi, PGCD et PPCM. Donc là, je pense que le Perrin, le Rombaldi est vraiment pas mal. Néanmoins, peut-être qu'il y a quelques références que vous pouvez rajouter qui m'échappent maintenant sur l'algorithme d'Euclide. Mais voilà, tout ce qui est anneau factoriel, c'est plutôt bien fait dans le Rombaldi. Vous avez un certain nombre de résultats donc, sur les systèmes de congruence, donc en utilisant le théorème chinois, donc ça va rentrer très bien dans cette leçon-là. Donc le Rombaldi pas là. Il y a juste un problème avec le Rombaldi, c'est qu'il parle d'anneau à PGCD, quelque chose qui n'est pas un programme. Donc ce que je vous recommande, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un théorème qui dit soit un anneau à PGCD, considérez juste que c'est marqué soit un anneau factoriel, puisque voilà, un anneau APGCD est un anneau, un anneau factoriel est un anneau APGCD. Et donc, voilà, c'est juste ce petit défaut que je n'aime pas dans Rombaldi, c'est qu'il a trouvé ces anneaux APGCD. Et voilà, pour l'agrégation stricto sensu, c'est pas un programme, donc il faut essayer de faire sans, et donc juste considérer uniquement les anneaux factoriels. Alors, leçon 144. Bon, là, il faudrait, vous pouvez prendre le Rombaldi, ou alors, donc pour les racines de polynômes, donc des résultats basiques, vous allez avoir aussi les fonctions symétriques élémentaires. Il me semble que c'est fait dans le Gourdon. D'ailleurs, vous avez même des démonstrations des formules de Newton dans le Gourdon. Et il faut compléter ça, à mon avis, par donc votre livre sur les corps. Puisque voilà, les corps finis, par exemple, c'est défini comme les racines de x p puissance n sur moins x.
Et donc, comme c'est défini comme le corps, un corps fini défini comme des racines, bon, bah, ça rentre bien dans cette leçon-là. Attention quand même, ne pas copier la leçon complètement, de copier la leçon 141, ça doit quand même être assez disjoint. Mais par contre, donc, tous les résultats de corps, bon, ça passe sur le Gozar, son Perrin, donc, ou même le Rambaldi, parce que dans le Rambaldi, il y a aussi les corps qui sont faits, peu importe. Donc tous les résultats de corps qui vraiment utilisent le fait que des racines de polynômes, eh bien, je pense que vous pouvez le rentrer dans la leçon 144. Alors, on passe à l'algèbre linéaire, et donc pour l'algèbre linéaire, bon, vous pouvez prendre le Rambaldi qui est très bien, en particulier si vous travaillez la réduction de Jordan et la réduction Frobenius, qui ne sont pas programmes, mais néanmoins c'est des choses qui tombent régulièrement à l'écrit, et donc le principe de réalité fait que, même si c'est pas programme, ça peut être quand même intéressant de les travailler. Néanmoins, je vous propose une alternative, c'est le Griffon. Donc le Griffon, c'est un bouquin qui est très bien expliqué, qui est à un niveau vraiment L3, où on ne cherche pas du tout à faire des exos compliqués. C'est un bouquin qui est très scolaire et très bien organisé. Donc vraiment, si vous utilisez ça pour vos leçons d'algèbre linéaire, pour quasiment toutes, vous allez être bien. Alors, mais maintenant, on va quand même regarder dans le détail. Donc la dimension, alors ça... c'est quand même une leçon assez back to the basis. Et du coup, utiliser un bouquin de prépa comme le Gourdon, donc ça peut être pas mal. D'ailleurs, je crois que dans le Gourdon, il y a une partie d'introduction sur les espaces vectoriels qui est tout à fait adaptée pour parler de dimension et de rang. Et donc, là, je recommande le Gourdon. Alors après... cette leçon, ça dépend un petit peu comment on va l'orienter. Donc, par exemple, on peut tout à fait imaginer parler d'applications en algèbre bilinéaire avec donc le théorème de Sylvester avec donc voilà des rangs de forme quadratique. Donc ça peut rentrer. Une autre application, ce serait de faire des réductions, des récurrences sur la dimension pour faire de la réduction. Donc ça se fait un peu partout, mais bon, voilà, vous pouvez prendre par exemple le Rambaldi. Donc il y a des théorèmes comme si le polynôme caractéristique est scindé, alors la matrice est trigonalisable, des théorèmes de conjugalisation, théorème spectral, tout ça, ça se fait avec des récurrences sur la dimension. Donc voilà, c'est peut-être les deux directions que vous pouvez prendre pour ces bouquins. Le bouquin, la leçon de déterminant, alors ça, je recommanderais le Rambaldi, en tout cas pour le début. Donc voilà, pour la définition de déterminant, il y a un chapitre déterminant, vous pouvez prendre ça, c'est très bien. Après, il y a plusieurs directions que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre une direction, par exemple, forme quadratique, si... Voilà, on utilise donc les déterminants sur les formes quadratiques sur FP, donc ça c'est un petit peu avancé, mais c'est une possibilité. Il y a une direction en fait sur les systèmes linéaires avec les formules de Cramer. Il y a aussi une direction sur le polynôme caractéristique, c'est un déterminant, pourquoi pas. Et vous pouvez enfin vous diriger plutôt vers l'analyse avec des choses comme le jacobien. Du coup, bon voilà, il faut prendre les références adaptées suivant dans quelle direction vous allez aller. Alors, leçon de polynôme d'homomorphisme, là je recommande encore une fois le Rambaldi, parce qu'il y a un chapitre sur le polynôme d'homomorphisme. Alors là par contre, il faut choisir votre niveau jusqu'où vous voulez aller, puisqu'il y a les endomorphismes cycliques, et si on va plus loin, en fait, il y a la réduction de Frobenius, donc à voir jusqu'où vous voulez au niveau polynôme d'endomorphisme, mais par ailleurs, vous pouvez le combiner avec la réduction de Jordan, avec son Frobenius. Si vous voulez pas aller jusque-là, par contre, peut-être qu'un autre bouquin comme peut-être que vous gardez le début du Rambaldi et vous utilisez plutôt le Gourdon, par exemple, ou le Griffon pour une réduction plus light. Alors une leçon un petit peu délicate, sous-espace stable. Alors c'est délicat parce que voilà, de temps en temps on parle de sous-espace stable, mais il n'y a pas vraiment de chapitre sous-espace stable, sauf dans un bouquin qui est celui-ci, là, le Mansui. Alors je le mets devant la caméra.
Et donc oui, il y a un chapitre sous les sous-espaces stables, donc je le recommande fortement avec des exemples. Voilà, on détermine les espaces stables de diagonalisables, de matrices diagonalisables, de matrices nilpotentes, etc. Donc vraiment c'est très bien. Et alors après, bon, bah, si vous voulez continuer à aller un peu plus loin, il y a des choses assez avancées sur voilà, la réduction de Frobenius. Donc ce bouquin est pas mal du tout pour cette leçon. Donc pour compléter la 152, vous avez un certain nombre de résultats de réduction qui utilisent bon, effectivement la récursion à dimension, mais surtout des sous-espaces stables. Donc un exemple de ça, c'est le théorème de spectral. Donc allez voir donc, sur la référence que vous utilisez sur la réduction pour la 152 et de voir quels théorèmes pour quel théorème on utilise des sous-espaces stables. Vous verrez que très souvent il y en a. Donc pour faire une leçon assez basique sur la 152, eh bien c'est bien de mettre beaucoup de résultats de réduction. Donc et voilà, bon, je vais quand même compléter avec celui-là et je pense que vous serez bien. Alors une autre leçon qui est assez délicate, c'est la leçon valeur propre, vecteur propre. Et alors là, il y a un bouquin qui s'appelle Analyse matricielle, mais attention, c'est plutôt un bouquin d'algèbre, parce que voilà, ça parle énormément de matrices. Il y a un chapitre pour calculer numériquement les vecteurs propres, donc ça c'est pas mal. Et en plus de ça, les autres chapitres peuvent servir dans cette leçon. Par exemple, il y a un chapitre qui rappelle les choses basiques de définition sur les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc je crois que c'est même ce chapitre 1, donc vous pouvez commencer par ça. Il y a aussi un chapitre sur les normes matricielles. Donc ça, c'est lié au rayon spectral. Donc du coup, vous pouvez le rentrer. Voir même quelques résultats de localisation de racines qui permettent de localiser les valeurs propres. Donc vraiment, ce bouquin, il est top pour cette leçon 153, et ça tombe bien parce que les autres références sont quand même assez rares. 155, je vous recommanderais le Rombaldi. Il couvre l'essentiel. Alors, il ne va pas super loin, mais pour faire une leçon honnête sur 155, ça suffira. Juste, moi, je n'aimais pas trop l'ordre des résultats de Rombaldi, puisque j'avais une partie résultats algébriques sur l'exponentielle et résultats analytiques sur l'exponentielle, et il se trouve que j'étais obligé de piocher à gauche, à droite dans tout le chapitre pour y ordonner, pour classifier comme je le voulais, et que la classification, là, pour le coup, de Rombaldi me semblait un petit peu arbitraire. Bon, néanmoins, voilà, en tout cas, il y a l'essentiel, et à vous de voir comment vous organisez votre leçon par rapport à ça. Endomorphisme trigonalisable et nilpotent. Alors là, pour les endomorphismes trigonalisables, vous pouvez utiliser le gourdon. Voilà, parce que dans le gourdon, vous allez avoir beaucoup d'exemples, ou le griffon. Voilà, vous allez avoir des exemples tout simples de matrice 3-3 qu'on trigonalise. Et donc ça, ça vous en avez besoin. Pour le nilpotent, c'est un peu plus délicat. Je vous conseillerais peut-être le objectif agrégation. Il y a une partie sur le nilpotent avec quelques résultats sur le nilpotent. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire une partie réduction de Jordan pour les nilpotents. Donc par exemple en utilisant le Rombaldi. Mais là par contre voilà, il faut aller jusqu'à Jordan, mais sinon voilà, allez voir l'objectif agrégation, et il est pas mal. Je crois que il y a aussi une partie nilpotent dans le Mansuet. Et voilà, alors là on a fini avec des leçons qui portaient vraiment sur la réduction en algèbre linéaire, et là on va voir un peu les autres leçons sur les matrices. Donc déjà matrice symétrique, matrice hermitienne. Alors celle-là en fait elle est un petit peu délicate parce que vous n'avez pas de référence vraiment indiscutable. Le problème c'est que typiquement vous allez avoir un chapitre sur les formes quadratiques. Bon c'est bien, effectivement c'est lié, mais vous n'avez pas un chapitre matrice symétrique dans la plupart des références. Donc partant de là, je vous conseillerais de prendre plutôt le gourdon, puisque oui, alors ça parle des formes quadratiques, mais comme c'est dans une optique MP étoile, ça reste quand même beaucoup sur les matrices symétriques.
Et donc l'homme gourdon me semble pas mal. Alors après, vous pouvez le compléter avec d'autres résultats qui sont par exemple les théorèmes de réduction simultanée. S'il y a un A qui est défini positif et un B qui est symétrique, alors vous pouvez trouver une matrice P inversible telle que la première matrice va être congruente à une entité et la deuxième va être congruente à une matrice diagonale. Des choses comme ça. Alors il y a un bouquin, donc si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a un bouquin qui est particulièrement ardu. Donc c'est ardu de trouver les exos, mais c'est aussi ardu de trouver le bouquin. C'est un towel d'exercices d'algèbre. Donc voici ce fameux livre qui est malheureusement épuisé et qui n'a pas été réédité. Il y a plusieurs versions. Alors c'est un bouquin que vraiment je recommande que si vous visez un très bon classement à la grecque parce qu'il est vraiment costaud. Par contre, il y a des exos d'algèbre bilinéaire que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc c'est surtout pour l'algèbre bilinéaire que je recommanderais, mais uniquement si vous voulez faire des choses vraiment avancées en algèbre bilinéaire et trouver des développements intéressants d'algèbre bilinéaire. Ce bouquin est pas mal. Attention, il y a pas mal de coquilles dans ce bouquin pour être honnête. Et faites attention de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Et encore une fois, si vous visez, si vous visez juste 80e à la grecque, donc laissez tomber ce bouquin, il est vraiment très costaud. Mais si vous êtes fan d'algèbre linéaire, il est pas mal. Donc, passons à la 158. 158, ça va être simple. Là, vous prenez le Romaldi. Il y a justement un chapitre qui a exactement ce titre-là. Donc, vous suivez le Romaldi et voilà, vous êtes bien là. Pareil pour la 159. Alors, il y a un chapitre sur le Romaldi, sur la dualité, qui est assez basique, mais qui est suffisant, voilà, pour avoir fait une leçon, pour avoir 12 sur 20, je pense. Et écoutez, juste, vous pouvez suivre ça. Si vous voulez faire des choses plus avancées, là, il faudra les descendre dans d'autres références. Bon, là, on va arriver dans le dur pour moi, à savoir que la géométrie, ce n'est pas ma spécialité. Donc, voilà, je vous recommande... alors, il y a un bouquin sur lequel j'avais un petit peu travaillé, c'était le Combe, qui est un bouquin d'algèbre, mais de géométrie aussi, et je le trouvais vraiment très clair, il ressemblait un petit peu à... C'est un peu l'équivalent du Griffon. Je le trouve... très bien écrit, très simple, et c'est bien cadré pour la graine. Vous avez un chapitre espace affine, vous avez un chapitre convexité barycentre, donc voilà, c'est pas mal, ça me semblait pas mal du tout, mais bon voilà, n'hésitez pas à avoir d'autres références, parce que bon, je vous avoue que la géométrie, j'avais fait l'impasse. Alors, une leçon sur laquelle beaucoup de gens font l'impasse, à tort ou à raison, c'est les systèmes d'équations linéaires. Une raison pour laquelle j'en fais l'impasse, c'est que le cours est assez disjoint en fait, des autres chapitres, et en plus de ça, c'est assez difficile de trouver des références. Donc, ce que je recommanderais, c'est le Romaldi, mais uniquement pour le chapitre sur les actions de matrice. Donc, vous avez donc le Romaldi tout en un. Vous avez le chapitre 6 qui est action de matrice, et en particulier, il y a l'action de translation qui montre des liens entre l'action par translation de matrices et l'algorithme de Gauss et les matrices échelonnées. Donc ça peut être une petite partie dans votre leçon sur les systèmes linéaires. Après, je vous recommanderais très fortement le Griffon. Donc vous avez un chapitre qui va être algorithme de Gauss, qui est très bien, et vous avez un chapitre système linéaire avec voilà, système de Cramer, théorème de Rocher, etc. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et après, par contre, pour les techniques numériques, vous avez celui-là. Donc ça, c'est le Romaldi, mais analyse matricielle, qui, lui, couvre bien toutes les techniques pour résoudre des systèmes linéaires. Donc voilà, je n'ai pas de bouquin qui couvre tout, mais si vous utilisez ces 3 bouquins, normalement, ça devrait être bon pour cette leçon 162.
Alors 170, 171, bah là je dirais que vous pouvez prendre le Griffon et le Rombaldi. Alors quitte à choisir, j'aurais tendance plus à recommander le Rombaldi pour les formes quadratiques et le Griffon plutôt pour la 171. En particulier dans le Griffon, il y a quelque chose de très utile, c'est qu'à la fin il y a des annexes. Et bon, alors il y a plein de choses dans ces annexes, mais en particulier, il y a la classification des coniques et des quadriques, qui n'est pas faite de manière très claire dans le Rombaldi. Honnêtement, j'aime pas trop le chapitre sur les coniques dans le Rombaldi. Par contre, voilà, il y a un certain nombre de résultats en annexe sur les quadriques et sur les coniques sur le Griffon. Et en plus, il est un peu plus orienté forme quadratique réelle, donc pour 171 j'aurais plutôt tendance à recommander celui-là, mais après bon voilà, que vous faites si l'un ou l'autre, je pense que globalement vous pouvez pas vous tromper. 181, il me semble que voilà, dans le combe il y a donc le chapitre sur la convexité, les barycentres, c'est plutôt adapté. Alors enfin 190, bon là vous avez dans le Gourdon, vous avez un chapitre, une petite section sur le dénombrement avec des résultats très élémentaires, donc l'aine du berger, voilà, qui peuvent servir de première partie en dénombrement. Et une fois que vous avez ça, bon, ça peut faire une première partie de ça. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, vous avez par exemple les actions de groupe. Donc, soit vous regardez du côté du Caldero qui fait donc des dénombrements par action de groupe, soit vous regardez avec le Spirglass qui fait aussi des dénombrements, ou voilà, des livres qui vont proposer des devs à base de développement de dénombrement. Donc par exemple, dénombrer le nombre de matrices diagonalisables sur un corps fini. Donc voilà. Vraiment une partie action de groupe qui peut bien rentrer dans cette leçon. Et sinon, il y a un certain nombre de résultats de dénombrement sur les corps, ou plutôt où le dénombrement est utilisé pour montrer des choses sur les corps. Donc par exemple, pour montrer que si K est fini et K étoile est cyclique, il y a des démonstrations qui utilisent des techniques de dénombrement. Et voilà, donc vous pouvez éventuellement faire une partie sur les corps. Et sinon, ce qui reste, c'est l'autre possibilité, c'est de faire une partie sur la série génératrice, mais ça, j'avoue que je ne le maîtrise pas très bien et j'ai pas de référence proposée. Bon, pour la leçon 191, je me sens un petit peu démuni pour vous aider, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie. Il y aura bientôt donc une future vidéo sur les références pour l'analyse et la proba, et n'hésitez pas en commentaire à vous recommander des livres que vous avez trouvés très bien, parce que voilà, moi je suis pas là pour faire de la publicité pour tel bouquin ou tel bouquin. Surtout que la plupart des bouquins sont très bons, donc si vous avez des références à partager, surtout n'hésitez pas à le faire en commentaire. Merci bien.